Le printemps noir, en 2003, le régime cubain jette en prison des dizaines de dissidents. C'est le groupe des 75. Que sont-ils devenus? Notre invité Maxence Emery a rencontré l'un d'eux en exil en Espagne. Il raconte son histoire dans un album de BD. On en parlera à la fin de ce journal. Gros plan à présent sur Cuba. La situation politique semble évoluer dans l'île depuis l'arrivée au pouvoir du petit frère de Fidel, Raúl Castro. Mais ici, je vous propose de revenir sur un épisode sombre de l'histoire cubaine, le printemps noir. En 2003, des dizaines de dissidents sont jetés en prison. C'est le groupe des 75. Que sont-ils devenus? Certains ont depuis été exilés vers l'Espagne. Notre invité, Maxence Emery, a rencontré justement l'un de ces dissidents. Maxence Emery, bonjour. Vous racontez donc l'histoire de ce dissident dans un album de bande dessinée, Le Printemps Noir, aux éditions La Boîte à Bulles. Alors, une première question, comment vous avez rencontré ce dissident? Je suis allé voir Reporters sans frontières. Je leur ai dit que je voulais faire un livre sur un prisonnier politique, un poète, un journaliste, un écrivain qui avait été victime de la répression à Cuba. Et tout de suite, ils m'ont mis en relation avec Alejandro González Raga, qui vit à Madrid. Et donc ensuite, je suis allé le voir et la directrice a traduit ses propos. Et il a accepté tout de suite de se confier? Oui, tout de suite. Il avait besoin de raconter cette histoire, peut-être? Oui, le but, c'est que tout le monde soit au courant de ce qui se passe et que ça reste pas... Que tout le monde en entende parler de son combat et du combat des autres journalistes pour la liberté. Et du coup, ce livre, il a accueilli avec plaisir. Alors, cet homme, il est né pourtant baigné par la Révolution. Ses parents étaient pour la Révolution cubaine. C'était des castristes. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, il a basculé dans l'autre camp, celui des dissidents? Et voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au début, il y croyait. Sa mère y croyait. Et c'est vrai que c'est une révolution qui était légitime. Et un jour, il se rend compte qu'il y a des inégalités, il se rend compte des problèmes dans l'île, il se rend compte que c'est une prison à ciel ouvert. Et il se met à en parler. Avec un ami, il crée un journal. Et ce journal, on lui dit, il faut que tu demandes une autorisation. Il demande l'autorisation, pas de réponse. Il continue. Et peu à peu, il voit qu'il est suivi, que ses appels sont écoutés, qu'il a des amendes. Là-bas, travailler, on est obligé de faire des petits boulots au noir, parce que sinon, on ne peut pas survivre. Et à chaque fois, on lui mettait une autre amende. Et il avait de plus en plus de mal à vivre, en fait. Et comment on peut être journaliste libre à Cuba? Parce que déjà, matériellement, c'est impossible. Il y a les qu'un ordinateurs journal. sont interdits, on n'a pas le droit d'avoir ça chez soi. Voilà, c'est impossible. La presse est muselée. Et même il y a quelques temps, je crois qu'avoir une photocopieuse était interdit. C'est pour dire à quel point ils ne peuvent rien faire. Il n'y a qu'un journal sur l'île qui s'appelle le Granma. Je crois qu'il y en a un autre qui est toléré, un journal catholique, mais rien de plus. Donc voilà, il y avait vraiment une nécessité d'avoir ce petit journal. Il l'a édité à quelques centaines d'exemplaires qui faisaient passer sous le manteau. Et jusqu'à ce jour où il a été emprisonné. Là, il le dit, c'est le début du voyage vers l'enfer. Comment s'est passée cette détention? C'était pénible, très pénible, parce que déjà il y avait les privations alimentaires. La torture, il ne l'a pas vécue, mais il a vécu une sorte de torture mentale finalement. Mais il y a des récits assez accablants. J'ai entendu par exemple que certains mélangeaient une espèce d'herbe qu'ils trouvaient dans la prison avec leur sang et du sel, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à manger. Et donc voilà, c'était une période assez difficile. En plus, il était coupé de sa famille. Et voilà, c'est quelque chose qu'il a très mal vécu. Ça, c'est sa détention. Vous racontez aussi la fin du livre. Eh bien, c'est l'exil vers l'Espagne. Ces dissidents ont eu le choix, on peut dire. C'était pas vraiment le choix. C'était soit partir pour l'Espagne grâce à des négociations avec le chef du gouvernement espagnol à l'époque, ou rester en prison à Cuba. Lui, il a choisi l'Espagne, mais finalement, c'est pas une vraie liberté. Il a choisi, voilà, il n'avait pas le choix. On lui a dit tu pars ou tu restes en prison. Donc il est parti. Il a eu la chance de pouvoir emmener sa famille avec lui. Mais comme il le dit, c'est pas une libération. Souvent, on pense que l'exil traduit c'est une joie pour le réfugié, mais non, lui, tout ce qu'il attend, c'est pouvoir retourner dans son pays. Comment il a été accueilli en Espagne? Au début, assez bien. On lui avait promis le statut de réfugié. On lui avait dit qu'il aurait l'argent tous les mois, justement, pour l'aider à vivre, parce qu'il devait tout recréer. Et puis, à cet âge-là, il avait à peu près 50 ans. C'est pas facile. Et en fin de compte, l'Espagne a changé. Elle a dit que pendant 2 ans, ils allaient recevoir une aide. Cette aide s'est changée en une année. Et voilà, aujourd'hui... Il a pu rentrer à Cuba avec les changements qui sont en cours? Non, il n'a pas pu. Je pense vraiment qu'il faudra attendre un changement de régime pour qu'il puisse rentrer. Voilà, c'est pas...
pas maintenant. Merci Maxence Emery pour votre témoignage et pour cette belle rencontre dans le Printemps Noir. Donc je rappelle, c'est aux éditions La Boîte à Bulles et c'est en collaboration avec Amnesty International. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme à toutes et à tous.